Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau Branché TV. Je suis Morgan Guet, je suis en charge du développement pour le cabinet Branché. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table un certain nombre d'intervenants pour débattre ou pour vous éclairer sur le chemin de l'installation. Installation en libéral que certains ont déjà pu à laquelle vous avez déjà pu procéder. Pour d'autres, c'est à venir. Vous êtes un peu plus d'une centaine à nous regarder ce soir. Et voilà, la moitié est déjà installée, l'autre moitié est en cours d'installation. Donc, aujourd'hui, l'installation chez Médecins est... Vous êtes de plus en plus nombreux à la considérer. Et ce, pour différents facteurs. Un premier facteur de cadre de vie, si on peut dire, donc tout ce qui va concerner la région, le territoire, mais également l'environnement familial, et également rapport aux conditions d'exercice, et notamment tout ce qui est exercice de groupe. Aujourd'hui, vous êtes 72% à considérer cet exercice de groupe pour différentes raisons, on va dire 3 facteurs principaux. La première qui est la mutualisation des moyens. Quand on s'installe, c'est quelque chose d'essentiel, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Également sur un facteur de disposer du support d'un réseau de professionnels dans votre exercice. Donc ça, c'est un deuxième facteur qui est aussi très important. Et le troisième, qui est la qualité de vie, c'est-à-dire l'équilibre professionnel, personnel, qui devient de plus en plus prépondérant. Donc, cette installation, vous l'envisagez pour intégrer ces critères. Elle est souvent redoutée, à tort, et au final, peu concrétisée. Donc, on a vraiment pour ambition ce soir d'essayer de vous accompagner dans cette démarche. Juste vous donner 2 chiffres sur ce décalage entre l'aspiration et la concrétisation. 75% des internes envisagent à l'issue de s'installer en libéral. Au final, vous n'êtes que 35% à vous installer dans les 5 premières années. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et dont il ne faut pas avoir peur. Le tout, c'est d'être bien accompagné. Et voilà, nos intervenants ce soir vont pouvoir discuter entre eux et avec vous, bien sûr. Vous avez le chat, n'hésitez pas à réagir, posez vos questions. L'idée est vraiment de faire une session interactive, donc discuter des modalités de l'installation libérale. Donc avec moi sur le plateau, Maître Laure Soulier du cabinet Aubert. Bonsoir, merci pour l'invitation. Votre collaboratrice, ou ta collaboratrice, on va se tutoyer, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, Madame Laure Antoine. Bonsoir. En charge du pôle juridique au cabinet Aubert, mais on y reviendra. Julien Omnes. Bonsoir. Également, agent de médecin. Exactement. Vous nous expliquerez tout, ou tu nous expliqueras tout également. Et en distanciel avec nous, le docteur Aurélie Aumont, chirurgien digestif. Docteur, bonsoir. Vous nous entendez, on vous voit, c'est parfait. Parfait. Impeccable. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas, interagissez, posez vos questions. Je vais essayer de gérer le chat en même temps. On va commencer cette session peut-être avec un tour de table sur l'expérience et le domaine d'intervention de chacun, qu'on sache un petit peu. Très bien. Laure. Donc Laure Soulier, je suis avocat associé au cabinet Aubert où on est spécialisé en matière de santé et où on accompagne les professionnels de santé, notamment les médecins libéraux, dans l'ensemble de leur cadre de vie professionnel, que ce soit donc sur les questions juridiques, plus précisément gérées aussi en partenariat avec Laure Antoine, voilà, qui nous assiste au sein du cabinet. Tout ce qui est question de RC professionnel, tout ce qui concerne également les redevances. Voilà, on entoure tout l'exercice professionnel du médecin et notamment du médecin libéral, en contentieux, en précontentieux et en simple conseil juridique. D'accord, merci. Laure, donc vous intervenez ensemble, on fait une continuité. Oui, bien sûr, complètement. Donc moi, je suis juriste au cabinet Aubert. J'interviens sur le pôle contrat société, exercice professionnel. Et je suis là pour accompagner les médecins du moment de leur installation et tout au long de leur vie professionnelle.
que ce soit dans les négociations contractuelles avec les établissements, les cliniques, dans le choix du mode d'exercice, et ensuite dans la structuration, constitution de société, contrat d'association, contrat de bail professionnel, et jusqu'à cession de patientèle, voilà. Du moment de leur installation et tout au long de leur vie professionnelle. D'accord, merci Laure. Julien ? Julien Omnes, donc fondateur de MedCorner, agent de médecin. MedCorner intervient auprès des médecins, en particulier des jeunes médecins, parce qu'on accompagne 99% de chefs de clinique ou d'assistants. L'idée de l'action de MedCorner, c'est de travailler le projet d'installation avec les jeunes médecins très en amont, de travailler sur chacune des étapes qui jalonnent l'installation jusqu'à trouver l'endroit idéal, et puis nous accompagnons évidemment dans le suivi ces médecins pour voir si tout se passe bien. Alors, on a un témoin privilégié qui est le docteur. Docteur, je vous laisse vous présenter en quelques mots sur votre parcours, mais sachant qu'on le détaillera un petit peu plus, ce sera un peu le fil rouge de l'émission, si je puis dire. Très bien. Bonjour à tous, moi je suis le docteur Aurélie Aumont, je suis installée depuis 1 an en libéral dans une clinique à Saint-Nazaire et je me suis installée directement après mon clinica au CHU de Nantes. Voilà, j'ai remplacé quelqu'un qui est parti en retraite en fait. Voilà. D'accord, merci docteur. Alors justement, vous parlez de retraite. Je vous propose de commencer cette émission juste avec un partage de quelques chiffres. J'en ai cité quelques-uns en introduction. Des chiffres qui, peut-être les avez-vous à l'esprit, peut-être pas, mais voilà, ça permet de cadrer un petit peu le contexte. Vous avez à l'écran normalement ces deux graphiques. Le premier présente l'évolution du nombre de chirurgiens. Alors je sais qu'il y a un nombre pardonnez-moi, important d'anesthésistes qui participent, qui assistent à l'émission ce soir. Ce sont les chiffres uniquement de chirurgie. Donc on considère environ 7500 chirurgiens, donc on parle du bloc, on a des spécialistes également dans la médecine spécialisée qui assistent, c'est vraiment que la partie bloc chirurgie, ce qui, en termes de densité, représente 11 chirurgiens en moyenne nationale pour 100 000 habitants. L'âge moyen des praticiens est de 51 ans, avec une population un tout petit peu plus âgée, si je puis dire, pour les hommes de 52 ans et 46 ans pour les femmes. Sachant que la part des 60 ans et plus est de 26% sur cette population de chirurgiens. Donc on parlait de remplacement des parents en retraite pour le docteur. Voilà, on est dans ce cadre-là. Et ensuite, en introduction, je parlais également du contexte, sur les critères du contexte de la région. On vous a mis deux petites infographies qui permettent de voir en termes de densité, l'installation, la présence des chirurgiens par rapport à la population. Et ensuite, vous avez un deuxième, voilà, celui qui s'affiche, qui est la présence des praticiens en tant que tel, suivant la région. C'est pas rapporté à la population. Le dernier slide, voilà, est celui de la pyramide des âges et du côté homme-femme, la répartition homme-femme, et on voit de façon assez flagrante, et on peut s'en réjouir, en termes de gestion de risque, c'est quelque chose qu'on retrouve avec des statistiques qui sont différentes et qui évoluent suivant l'âge et le sexe, et cette féminisation de la profession, on la voit clairement apparaître avec plus de femmes jeunes sur une population masculine un peu plus vieillissante, mais je m'entends quand je dis ça, tout est relatif. Voilà, alors, ces éléments de contexte étant posés, Aurélie, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à vous installer ? Quel a été le cheminement ? Alors moi, je voulais m'installer directement après mon clinica. Je n'avais pas forcément projet de carrière universitaire et j'avais envie, à l'issue de mon parcours final, on va dire, de m'installer directement. C'était un choix personnel et après, c'était poussé aussi également un peu par le Covid, l'envie de quitter un peu l'hôpital. Et il se trouve que je voulais aussi rester dans ma région où j'ai fait mon internat et mon clinica, qui n'est pas ma région de naissance. Et après, c'est aussi l'opportunité professionnelle. Moi, au CHU, de toute façon, il n'y avait pas de place disponible, donc j'avais éliminé de toute façon cette option.
Et dans la région assez proche, il n'y avait pas de poste qui allait se libérer à l'hôpital. Donc pour moi, l'installation libérale, ça a été plutôt un cheminement logique. Et après, du coup, j'ai pu être accompagnée dans mes démarches par Julien de Medcorner pour me trouver une installation. Voilà. Julien, peut-être un mot par rapport à cet accompagnement ? Alors, sans enlever du mérite à qui que ce soit, ça a été une installation finalement assez simple parce qu'on pourra y revenir tout à l'heure parce que ça fait partie des points qu'on va aborder, mais Aurélie avait les idées très très claires sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Et finalement, les choses, le parcours a été extrêmement fluide. Alors, on avait aussi en face de nous des acteurs, des partenaires, qui sont devenus des partenaires après, très pros. Et ça aussi, ça compte dans les échanges. À la fois une directrice de clinique qui était très engagée dans les échanges, dans les moments forts du parcours que l'on a suivi, la future consoeur et associée d'Aurélie. Donc, tout s'est passé de manière assez fluide. C'est un bel exemple, mais ça n'arrive pas tout le temps. D'accord. Et par quoi, du coup, docteur, vous avez commencé cette démarche ? Quel a été le premier pas ? Je m'y suis prise à peu près 1 an avant. J'ai eu d'autres opportunités qui ne me correspondaient pas spécialement. Et puis, on m'a recommandé les contacts de Julien et je me suis dit finalement pourquoi pas, ça va peut-être me faire gagner du temps sur ma recherche, parce que c'est vrai que quand on est chef de clinique, quelle que soit la spécialité, je pense qu'on est quand même très pris par nos activités à l'hôpital, avec les cours à la fac, etc. Il y a beaucoup de gardes, donc finalement on n'a pas trop le temps d'appeler, de faire le tour des cliniques, d'appeler, de lancer. On n'a jamais appris à faire des entretiens d'embauche, donc finalement son aide était assez précieuse. Et oui, 1 an avant, c'est plutôt un bon timing par rapport à l'installation, parce que finalement, ça demande beaucoup de temps. Déjà de contact, de savoir si l'endroit va nous plaire, éventuellement aller remplacer. Donc tout ça, ça nécessite quand même beaucoup d'organisation. Du coup, le temps de 1 an était pas de trop, finalement. D'accord, donc j'entends, il y a 2 aspects. Il y a le côté très structuré, très pensé de votre démarche et le côté anticipation. Sont les deux facteurs clés. Alors clairement, ça c'est le point sur lequel il faut s'attarder, c'est l'anticipation. Plus on anticipe son installation, et effectivement ce que je dis Aurélie a bien retenu la leçon, le fameux cut de 1 an, ça reste un point de repère parce qu'il n'y a rien de mathématique, mais ça permet de faire vraiment les choses dans de bonnes conditions. Si on prend l'exemple d'un chef de clinique qui finit sa 2e année de clinica, ce qui était le cas d'Aurélie, on a dû prendre contact, c'est cela, 1 an avant finalement. Ouais, je pense à l'automne. Voilà, c'est ça, l'automne, l'année qui précédait ton installation. Ça permet vraiment de bien réfléchir, de se poser les bonnes questions, et parmi les bonnes questions cruciales, puisque finalement une installation c'est une équation multifactorielle, c'est où je souhaite aller exercer, ça c'est le premier sujet. Sur quel type de structure ? Certains veulent des grosses cliniques parce que c'est rassurant, parce qu'il y a tout le plateau technique. Certains recherchent davantage une clinique un peu plus familiale pour la proximité, pour le côté un peu plus sympa, un peu moins usine. Il y a cette question aussi qui est importante et qui est dépendante de la spécialité que l'on a, des activités connexes qui vont participer, qui vont concourir à la bonne activité de sa propre spécialité. Alors ça peut être les urgences, ça peut être des spécialités médicales, d'autres spécialités médicales. Pour Aurélie, c'est la gastro. Pour les orthos, ce serait plutôt un vrai service d'urgence si on veut faire de la traumato. Une vraie question aussi qu'il faut se poser, est-ce qu'on est prêt à payer un éventuel droit de succession ou une cession de patientèle ? Il faut se la poser tout de suite parce qu'il ne faut pas avoir de fausse pudeur avec les questions d'argent. Ça, c'est fondamental. Je dis à la fois aux médecins que j'accompagne et aux médecins auprès desquels j'accompagne mes médecins. Il faut mettre ces sujets-là sur la table. Si on ne veut absolument pas payer un droit de succession, parce qu'on part du principe que c'est plus d'usage, mais il faut se le dire. Mais auquel cas, ça éliminera certaines opportunités. Ça fait partie du plan clair dont parlait le docteur. Exactement. Donc la question du budget. Un point aussi important, quand j'accompagne une personne qui est en couple, se poser la question de l'activité du conjoint ou de la conjointe. Parce que s'il y a un vrai déplacement géographique, il faut pouvoir accompagner le projet de vie et pas simplement le projet d'installation. Et il peut y avoir aussi des enfants, donc il y a des questions de rentrée scolaire. Donc le calendrier va être conditionné par tous ces facteurs-là aussi. D'accord. Et à quel moment on fait rentrer notre cabinet d'avocat, le cabinet Aubert, dans la discussion ? C'est dès cette étape de réflexion préalable ?
Il faut intégrer très rapidement, évidemment, les conseils juridiques pour orienter un petit peu dans la préparation et les perspectives de cette installation. Comme on dit toujours, on ne fait pas du prêt-à-porter dans ces questions d'installation, on va faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec un projet. Il faut avoir réfléchi quand même à est-ce qu'on veut s'installer seul, est-ce qu'on veut s'installer en groupe, est-ce qu'on veut être dans telle ou telle région, est-ce qu'on a déjà vu des locaux. Ça, ce n'est pas tellement l'avocat qui va déterminer le projet personnel. Mais à partir du moment où votre projet personnel est là, le juridique va suivre. On va s'attarder et on va trouver les solutions juridiques pour répondre au mieux à votre projet personnel. Mais c'est le préalable et c'est indispensable que de ne pas trop tarder, puisqu'après, il y a des questions qui vont avoir été occultées et c'est plus difficile. On va perdre un peu plus de temps. Je crois qu'il faut effectivement ce délai, alors qu'il soit d'1 an, 18 mois, 9 mois, peu importe. Mais en tout cas, il faut poser les choses calmement sur la table et avoir les conseils autour pour pouvoir aller peut-être plus loin dans les démarches ou en supprimer parce que dans les discussions, finalement, on va se rendre compte que là, ce n'est pas forcément ce qu'on voulait au départ. Et que ce soit... voilà, nous, en plus, on est libéraux. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé par cette étape-là. Vous êtes aujourd'hui médecin. Et donc, on a non seulement les conseils juridiques, mais on a notre propre pratique quotidienne qui aide évidemment dans le processus. Donc, c'est cet enjeu d'être bien accompagné, d'être accompagné. Et quels sont les soutiens indispensables au-delà de la dimension juridique, au-delà de cette expérience dont on peut bénéficier, quels sont les autres soutiens auxquels on peut faire appel, enfin les praticiens peuvent faire appel? Je pense que quand on veut s'installer, il faut être avant tout curieux. Et donc il faut aller chercher l'expérience vécue par d'autres, des confrères, des consoeurs, parce que toute histoire est singulière. Donc on peut avoir beaucoup de jolies histoires, mais on peut aussi avoir des installations qui se sont mal passées, et les raisons et les facteurs qui ont fait que cette installation s'est mal passée peut construire et permettre, typiquement à Aurélie par exemple, de se méfier de certains sujets, de se poser d'autres questions qu'elle n'aurait pas envisagé poser. Et ça, c'est fondamental. Alors au risque de me répéter, je pense qu'il faut aussi, quand on est en couple, beaucoup parler avec son conjoint. Et j'ai remarqué une chose, puisque j'accompagne de plus en plus de couples de médecins, il faut savoir qu'un tiers des médecins sont en couple avec des médecins, c'est toujours madame qui décide. Voilà, ce petit clin d'œil, on commence... Attention, on a parlé de la féminisation tout à l'heure, voilà, attention. Les femmes sont au pouvoir et je trouve ça très bien, ça drive et ça cadre. Généralement, le premier c'est juste pour l'anecdote, mais le premier entretien se fait avec monsieur, chirurgien bien souvent. Et puis, tout se passe bien et donc je dis, voilà, je vous laisse un petit peu de temps, n'hésitez pas à réfléchir. Mais je pense que je vais en parler à ma femme et je pense qu'on fera une deuxième visio. Et en général, on fait la deuxième visio. Voilà. Et les questions sont parfois plus précises. Je pense, ouais. Alors, à la fois plus... Non, c'est pas faux. Mais c'est parce qu'on est deux et à deux, forcément, ça va, sans que ça soit forcément homme-femme. Hein, mais oui, alors, voilà, peut-être plus précises, mais les choses sont plus carrées et elles sont plus arrêtées. Il y a parfois un peu moins de flottement. C'est, voilà, ça, on sait un peu plus où on va, je dirais. Après, moi, je dirais... Je ne connais pas du tout. Moi non plus. Moi non plus, d'ailleurs. Sur cette question-là, moi, je crois qu'il faut d'abord avoir confiance auprès des... Alors oui, aller regarder ce qu'ont fait les confrères, discuter, le dialogue est essentiel. Et à partir du moment où on s'oriente sur une structure pour vous aider, il faut choisir une structure spécialisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller consulter un avocat qui n'est pas spécialisé en la matière, un comptable qui fait finalement d'autres sociétés. C'est vraiment une particularité. Donc il faut s'entourer, il faut avoir confiance. Et à partir du moment où vous avez une structure, le cabinet d'avocats en ce qui nous concerne nous, on a l'habitude de travailler avec des partenaires et on peut orienter sur telle ou telle question fiscale, sociale. Donc voilà, on a l'habitude. Donc le conseil, il est là. Le cabinet Aubert est spécialisé en droit de la santé. En droit de la santé, exactement. Ouais. Et à partir de là, on réoriente selon les questions spécifiques, parce qu'on peut avoir des questions particulières, mais on a tous nos réseaux, voilà, de spécialistes. Okay. Docteur, je ne sais pas si vous nous en... Voilà, je vous vois apparaître. Ce soutien, vous l'avez... Alors, parce que c'est bien, vous prenez complètement le contre-pied de ce que disait Julien, parce qu'on inverse la logique de couple dans votre cas sur l'installation. Le soutien, vous l'avez trouvé auprès de qui en vue de votre installation ?
Alors moi, ma collègue m'a un petit peu aidée. Alors elle s'est installée il y a longtemps, donc elle se souvenait pas forcément de toutes les démarches qu'elle avait pu faire. J'ai malheureusement pas eu un contact très aidant sur l'installation, donc c'est un peu le contre-exemple de ce qu'on a dit, mais je pense que c'est important d'avoir effectivement quelqu'un qui connaît bien. En revanche, ce comptable nous ont conseillé plutôt des avocats très bien aussi sur Nantes qui nous ont aidés à faire nos... Moi, je me suis installée en société, je suis installée en CELARL unipersonnel. Donc, il a fallu écrire les statuts et tout ça. Et ça pour le coup, c'était très bien fait sur les conseils du comptable qui, lui, était beaucoup moins aidant. Moi, il y a aussi, par exemple, la banquière, quand j'ai ouvert mon compte professionnel, qui était de bons conseils. Euh, les, les représentants des différentes assurances auxquelles on est obligé de souscrire aussi, qui ont été aidants sans faire de pub spécialement à brancher. Je suis pas du tout rémunérée pour ce truc-là, mais c'est voilà, c'est aussi aidant des bons conseils voilà pratiques aussi de penser à faire ça, voilà. L'ordre des médecins, pas spécialement. Après, moi, j'ai pas changé de département, donc j'ai pas spécialement sollicité leur aide. Ils valident le contrat de la CELARL, mais c'est pas, voilà, pas forcément. Et la directrice de la clinique s'était engagée aussi à m'aider. Et effectivement, comme l'a souligné Julien, on avait de la chance. C'est quelqu'un qui est très ouvert et qui, on peut discuter facilement. Donc, que ce soit des aides à l'installation financière, ou même l'aide logistique. Voilà, ils ont été plutôt aidants. Après, je pouvais les utiliser un peu plus, mais moi, finalement, je me suis débrouillée. Donc, voilà, je dirais qu'il faut prendre l'aide où on la trouve et piocher un petit peu partout. Peut-être chaque personne peut apporter aussi sa pierre à l'édifice. Parce que effectivement, quand on quitte le milieu de l'hôpital, moi, ce qui était mon cas, et ben, les personnes avec qui vous travaillez au CHU, elles ne sont jamais installées, donc elles vont pas forcément pouvoir aider à l'installation, puisqu'en fait, elles y connaissent rien. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est que... On vient, vous évoquiez le statut, votre CELARL. Comment vous avez défini finalement cette structure, cet environnement juridique au sein duquel vous exercez? Alors, ma collègue, jusque-là, elle n'était pas installée en société. Et en fait, elle se posait la question déjà de passer en CELARL. Donc, en fait, on a demandé au comptable de nous faire un bilan par rapport à son bilan à elle et à son collègue que j'ai remplacé. Et ils nous ont indiqué que fiscalement, c'était peut-être plus intéressant pour avoir des charges un petit peu plus lissées au niveau également des impôts. Du coup, je pense que nos avocates et juristes sauront mieux expliquer que moi, mais en tout cas, c'était plutôt un intérêt financier. Nous, on a chacune notre société, notre CELARL, c'était un choix. Comme ça, on perçoit nos honoraires, chacune est indépendante là-dessus. Et après, on a une SCM ensemble pour tout ce qui est frais du cabinet, puisqu'on a notre cabinet de consultation qui est en commun avec du coup une secrétaire qui est notre employée, qui est du coup payé par notre SCM. Donc ça, on a mis voilà, tous les moyens en commun pour faire fonctionner le cabinet. D'accord. Julien, j'imagine que tu n'interviens pas particulièrement à ce moment-là. Ça relève plus effectivement de l'accompagnement du cabinet d'avocats? Ouais, exactement. J'ai conscience de mes limites, donc chacun sa partie. En revanche, pour apporter un peu plus de conseils d'accompagnement, je me suis rapproché d'une structure telle que votre cabinet, quelqu'un que je connaissais, qui trouvait l'idée de MedCorner assez sympa et qui m'a dit, bah, écoute, adresse-moi tes médecins, je leur offre une consultation gratuite. Je pense que ça peut être d'usage chez vous. Et voilà, il n'y a aucun enjeu économique entre cet avocat et moi. Une fois de plus, il n'y a aucune rétrocession ou quoi que ce soit. C'est un service supplémentaire auquel recourent mes médecins s'ils le veulent, tout simplement. Assez étonnamment, ils ne le font pas souvent. Alors peut-être qu'ils ont déjà leur réseau. J'ai souvenir de 3 médecins finalement, dont un médecin militaire pour qui ça allait être un vrai changement. Après avoir passé toutes ses études en service de santé des armées plus sa carrière, à 46 ans il sortait. Je pense que lui il avait besoin d'être rassuré et en fait mon avocat partenaire a relu son projet de contrat d'exercice libéral, donc le contrat qui le lie à la clinique. Et grâce à son intervention, ce médecin a réussi à réintégrer les questionnements ou les petits ajustements nécessaires pour faire en sorte que ce soit un peu plus propre, on va dire. Mais on revient sur ce retour d'expérience qu'on évoquait tout à l'heure et qui est fondamental finalement, et chacun dans son périmètre d'intervention. Ouais. Et je dirais que sur la partie juridique, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais les groupes de cliniques souvent, ou même les cliniques diront c'est un contrat standard. Alors c'est vous les spécialistes, mais ça... Le terme de standard, je ne connais pas. On peut toujours aménager un contrat. Ça, c'est un vrai piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est de se dire, je m'installe, on me propose un contrat type d'exercice avec la clinique, je lis, je ne comprends pas tout, mais je signe. Surtout pas.
Je pense que vraiment c'est primordial à ce moment-là de pouvoir bénéficier d'une relecture, de comprendre l'étendue de ses engagements contractuels. Quand on signe un contrat d'exercice avec une clinique, on a des devoirs, on a des obligations. Et en contrepartie, on a aussi des prestations qui nous sont fournies par la clinique. Et bien évidemment, souvent, ce sont des contrats dits types, des contrats dits standards. Et ça nécessite de les adapter, de les actualiser et de faire en sorte qu'ils correspondent au mieux aux souhaits, aux projets du praticien qui va s'engager. Donc surtout, à cette étape-là, une relecture, des amendements, des modifications, une compréhension s'avère souvent nécessaire. D'accord, au même titre que lors du choix, on parlait du choix de la structure. Donc pareil, ce regard expert sur le choix de la structure, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur les différentes possibilités de structure et également pourquoi se tourner plus vers l'une ou l'autre Alors, quand on s'installe, on a plusieurs possibilités de modes d'exercice. On peut choisir d'exercer individuellement. On peut aussi se dire, je passe en société, en association ou pas. Et chaque mode a ses avantages et ses inconvénients, ça c'est certain. On conseille souvent aux jeunes praticiens qui s'installent de commencer par exercer à titre individuel pour ensuite de se donner le temps de construire et de développer sa patientèle, pour ensuite, au bout d'un an et demi, pouvoir passer en société d'exercice libéral, comme vous, docteur. Le gros avantage étant, à ce moment-là, de pouvoir se racheter sa patientèle. La société d'exercice libéral peut aussi présenter des avantages fiscaux. Tout dépend, bien évidemment, c'est vraiment au cas par cas. Il y a plusieurs structures, plusieurs sociétés qui s'offrent à nous, plusieurs modes d'exercice. Le principal étant de déterminer celui qui est le plus adapté au projet, aux perspectives de développement avec les associés. Si on veut exercer seul ou on arrive dans une structure qui est déjà existante, on ne fait qu'intégrer en succession ou pas. Tout ça, en fait, ça dépend vraiment des circonstances et on a besoin de s'adapter au mieux. D'accord. Si je peux compléter un petit peu, parce que c'était aussi ce que nous racontait Aurélie. Je crois que vous avez commencé au départ par un remplacement avant d'arriver. On conseille aussi souvent ça c'est un peu des périodes de fiançailles, quoi. On peut faire un remplacement, on peut avoir aussi une collaboration qui s'établit avant, et surtout si c'est une succession ou après un rachat. Vous avez 1000 fois raison, c'est-à-dire qu'il faut discuter. Si de l'autre côté, on vous dit c'est un rachat de patientèle, ça ne sert à rien de continuer si vous avez considéré que les patientèles, ça ne se rachète plus. Maintenant, on a un vendeur, on a un acheteur. Si on n'est pas d'accord dès le départ, on change de crèmerie, j'allais dire, et puis on va voir ailleurs ce qui se passe. Donc, on a tout ça déterminé. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on veut être en individuel? Première chose, on a ces modalités qu'on peut conseiller, orienter pour pas s'investir tout de suite et selon la personnalité des praticiens, on peut leur conseiller ça. Et après, si on est sur des structures de groupe, l'exercice individuel, il a comme avantage principal de gérer ses horaires, sa patientèle à sa guise, c'est-à-dire qu'on est maître de sa structure. L'inconvénient notoire, et c'est l'avantage principal de l'exercice en groupe aujourd'hui, c'est de pouvoir mutualiser non seulement les moyens, la structure, le personnel, mais c'est aussi en termes de continuité des soins, de permanence des soins. Ou en exercice individuel, on se sent un peu seul parfois. On est seul au monde. Mais ça dépend encore des personnalités et des conditions de vie dans lesquelles on est. Ça, c'est les deux grands points. Après, on a on peaufine. Est-ce que pour un tel, il vaut mieux une cellule tout de suite? Est-ce qu'il vaut mieux un exercice? Tout ça, ça se réfléchit et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est pas du prêt-à-porter qu'on va vous faire. Voilà, c'est comme le contrat d'exercice. Il n'y a pas de standardisation. C'est un état des lieux contractuel, exactement. Okay. Et c'est trop tard pour venir nous voir parce qu'on en a trop souvent, malheureusement, des praticiens qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce que je peux vous envoyer mon contrat? J'ai un problème. » Le contrat, il est signé. Voilà. On revient sur la notion d'anticipation. Et d'où l'importance de se faire évoquait. accompagner exactement dès le début, dès les prémices du projet. Ce qui permet d'ailleurs d'affiner son raisonnement et son cheminement. Ouais, il faut faire entrer tous les experts dans la ronde en fait, le plus tôt possible et surtout ils sont clairement identifiés. Donc, Parce qu'on n'est pas habitué, c'est-à-dire que aussi bien vous, professionnels de santé, que nous, avocats, on n'est pas préparés du tout à ça.
à s'installer au mode d'exercice libéral. Donc, il faut bien prendre en compte ces éléments-là pour se faire aider. Et surtout, puisque c'est aussi le message de ce live aujourd'hui, c'est de dédiaboliser l'installation libérale. C'est-à-dire que du coup, tout à coup, on a une espèce de bouffée d'angoisse absolue parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a plein de choses à réfléchir, des démarches à faire, des pièges à éviter. Mais si on est accompagné dès le départ et qu'on sait là où on veut aller, moi, je suis toujours profession libérale, je suis ravie, je changerai pour rien au monde. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai sujet quand même. On a un praticien qui finalement à un moment donné doit mettre une casquette d'entrepreneur, enfin d'entreprise médicale et c'est pas le même métier. Non. Donc à un moment donné, il faut se faire accompagner pour pouvoir l'endosser. Se délester. Voilà, d'autant Bien plus sûr. quand on voit le nombre de démarches qui a mené en vue de l'installation. Alors Julien, peut-être que tu peux nous en dire un mot sur les différentes composantes. Il y a les démarches incontournables, mais je pense que tout le monde les connaît. On peut juste les rappeler. Il y a les différentes obligations d'inscription, différentes caisses. On va citer l'URSSAF, la CARMF. L'inscription à l'ordre, si ce n'est pas déjà le cas. Il faut ouvrir aussi un compte bancaire professionnel distinct de son compte personnel. Les assurances, on l'évoquait tout à l'heure, c'est pas ma spécialité, je pense que vous pourrez mieux en parler que moi. Qui sont une obligation légale. Et bien sûr. Oui. De ma partie, je dirais que la démarche essentielle en vue d'une installation, et on est toujours dans l'anticipation, c'est de ne pas attendre le premier jour d'exercice pour se faire connaître. C'est-à-dire qu'il y a un véritable exercice de communication en amont du début d'exercice qui consiste à aller voir les prescripteurs, tout le réseau d'adressage, de celles et ceux des professionnels de santé qui vont demain vous prescrire, vous adresser des patients et qui vont conditionner votre activité. Donc si on ne l'anticipe pas, je dirais, ce n'est pas une science exacte, mais à 2 ou 3 mois, Aurélie, tu me diras comment tu as procédé, mais 2 à 3 mois, aller prendre un petit peu son bâton de maréchal avec l'aide de la clinique. Il faut savoir que de plus en plus de cliniques maintenant, les grosses cliniques en particulier, ont ce qu'on appelle un chargé de mission relations médicales qui accompagne entre autres choses l'installation des médecins. Donc il faut s'appuyer sur ces ressources-là. Mais l'idée, c'est que le territoire ne vous attend pas. Il faut aller au-devant du territoire et surtout faire connaître l'expertise que vous avez proposée aux patients de ce territoire. Voilà. Et c'est ça qui va conditionner un bon démarrage d'activité. D'accord. Et le remplacement, évidemment. Démarrage ou redémarrage, parce qu'on a vu dans l'auditoire de ce soir, on a un certain nombre de praticiens qui sont déjà installés, mais qui visent peut-être à se réinstaller, entre guillemets. Donc, on bénéficie de cet effet d'expérience, mais il faut... Mais tout dépend de la situation. Si on a une réinstallation, alors là on rentrera dans le contractuel, dans le même secteur en général, il y a des clauses de non-réinstallation, donc c'est un peu difficile de se réinstaller à proximité immédiate d'une première clinique dans laquelle on exerçait, mais ça, vous pourrez mieux en parler. Je ne sais pas quels sont les modes de réinstallation. Si ça se trouve, c'est des associations avec d'autres professionnels, avec des créations de holding, si on a des cellules qui sont déjà existantes. Oui, ça c'est aussi un autre moyen de changer son mode entre guillemets d'exercice. Tout est possible et envisageable. Mais si on reste sur le même territoire et qu'on se réinstalle, on est globalement connu. Donc il n'y a pas nécessairement ce travail à faire. En revanche, si on se dépayse, on se délocalise, si on part de Nice pour aller s'installer à Lille, on a tout ce travail qu'on ait 40, 50 ou 60 ans à faire comme si on s'installait pour la première fois à 30 ans. D'accord. Et à la différence près, c'est qu'on a effectivement cette première expérience, mais malgré tout, il y a certainement des pièges à éviter. Quels peuvent-ils être Une installation, ça reste quand même une histoire d'hommes et de femmes. On va avoir une approche un peu positive, donc il faut se faire confiance. Pour autant, je pense que l'installation sera bien organisée si elle est structurée et surtout si elle est formalisée. Il faut prévoir, et ça c'est tout l'aspect contractuel aussi, formaliser tous les engagements réciproques. Et pour moi, entre autres choses, ça concerne évidemment les obligations et devoirs, on le disait, mais j'ai eu l'occasion d'être confronté à des difficultés quand on faisait des promesses, par exemple. J'ai le souvenir de 2 urologues que j'ai installés au tout début de Medcorner. On leur avait promis le robot, le Da Vinci. C'est un gros investissement, ça vaut 1 ou 2 millions d'euros, mais c'était sûr, on allait l'acheter. Pas tout de suite, mais on va l'acheter. Il n'y a finalement eu aucune formalisation de cet engagement. Et au résultat, la clinique n'a pas acheté ce robot et finalement, les 2 jeunes médecins sont partis. Un sujet important pour les chirurgiens également, c'est le sujet de la vacation, l'accès au bloc. À un moment, on va dealer avec la directrice ou le directeur. Moi, j'aimerais avoir 2 vacations au bloc, par exemple.
Le directeur, la directrice va dire oui, puis finalement, quand on arrive sur place, on dit finalement, c'est un peu plus compliqué. Ça peut conditionner négativement son début d'activité. Si on a de la consulte, mais qu'on n'est pas capable d'opérer dans de bonnes conditions et sur des temps raisonnables, avec un accès au bloc convenable, c'est compliqué. Ça n'empêche pas les impondérables, si on parle du bloc. Typiquement, on peut nous avoir offert 2 VAC, mais qu'il n'y a pas le personnel, donc on ne peut pas les ouvrir. Ce n'est pas de la faute de la clinique, c'est un sujet contextuel. Voilà. Donc je pense que plus on formalise les choses, plus on formalise les engagements, plus on sécurise finalement l'exercice. Donc ça, c'est au niveau de l'activité en tant que telle. Au niveau juridique, quelques conseils également sur des pièges à éviter Je vais revenir juste sur les, aussi les démarches. On parle de l'assurance, alors l'ordre, tout ça évidemment, j'ai rien d'autre à rajouter. Sur les assurances, la RCP évidemment qui est une obligation légale, ne pas oublier la prévoyance parce qu'il faut la prendre et la souscrire évidemment le plus rapidement possible. Là-dessus, c'était juste ce point-là que je voulais rajouter. Étant précisé qu'au sein du cabinet Aubert, mais aussi en partenariat, il est aussi accessible sur le site de Branché, on a établi un guide de l'installation sur lequel vous pourrez vous reporter plus précisément à ces différents points. Peut-être que nous sommes passés un peu rapidement là, mais n'hésitez pas après à reconsulter sur le site du cabinet Aubert ou du cabinet Branché. Ça peut aider à poser des questions. Pour moi, j'en dirais qu'un. Après, Laure en aura certainement d'autres. Le gros piège, pour moi, relève aussi de l'inscription et des démarches à réaliser au moment de l'inscription auprès de la caisse. C'est le secteur dans lequel vous souhaitez exercer. Attention, une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez choisi un secteur, ce sera très difficile, on ne peut pas modifier. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, à mon sens, s'inscrire, si on a un doute, commencer à s'inscrire en secteur 2, parce que si vous vous inscrivez en secteur 1, ça sera pour l'intégralité de votre parcours professionnel. Laure, vous en avez certainement d'autres. Oui, alors des pièges, il ne faut pas considérer l'installation comme un cercle piégeux, loin de là, pas du tout. Effectivement, ça peut paraître opaque, complexe, technique, mais ça ne doit en rien nous décourager, bien au contraire, c'est vrai que c'est un projet. Il faut se laisser du temps pour le construire, pour le structurer. C'est très important dans ce projet et pour faire face à cette technicité d'être accompagné et de se dire, je sécurise, j'anticipe, je prévois. Des surprises, il y en aura toujours une fois installées, mais autant qu'elles soient bonnes. Donc, j'anticipe, je prévois, je sécurise mes relations contractuelles, mes structures, et puis je m'installe, je développe mon réseau, ma patientèle. D'accord. Il y a une phrase que j'aimais bien, moi, c'est je dois être curieux. Oui, complètement. Et je dois être curieux, je dois aller chercher les autres contrats des professionnels qui sont dans la clinique parce qu'on vous en présente un, mais en fait, il faut être curieux, il faut aller voir ce que les autres regarder ailleurs. professionnels ont signé. Et surtout, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Et je pense surtout à l'argent. C'est très français, ça. On n'ose pas, et surtout les jeunes médecins, et en cela, si on a au moins cette vertu chez Med Corner, c'est de ne pas avoir tabou, et donc d'oser poser ces questions-là. C'est délicat pour eux. On débarque, c'est la première fois qu'on se pose la question de l'installation, on va discuter avec des médecins, peut-être des futurs confrères, et on n'ose pas poser ces questions-là. Combien ça coûte, combien je vais gagner, combien ça va... Demain, je dois racheter votre patientèle, mais c'est combien On s'excuse presque d'oser poser cette question-là. Il ne faut pas. Il faut tout mettre sur la table, parce que ce n'est pas après qu'il faudra le faire. C'est tout de suite. On fait le tri, on met tout sur la table et on fait le tri. D'accord. Les messages clés sont vraiment importants. Et docteur, peut-être pour conclure cette session, vous auriez un message clé également à délivrer à vos confrères et consoeurs ? Ouais, je vais essayer de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, parce que ça rejoint totalement mes impressions. Je pense qu'effectivement, l'installation, ça peut paraître très obscur, opaque, mais après, une fois qu'on s'est renseigné, déjà, il y a des choses qui paraissent beaucoup moins obscures. Enfin, moi, il y a 2 ans, vous m'aurez demandé ce qu'était la CARM, je savais à peine ce que c'était. Mais j'aurais jamais parlé de CELAR ou quoi que ce soit. Maintenant, je suis un petit peu plus rodée. Donc, faut pas hésiter, voilà, à bien se renseigner. Je pense les guides ou voilà, les sites internet, Facebook, des choses comme ça, demander à des gens qui sont déjà installés, c'est très bien. Et puis après, il faut quand même savoir que tout ça, c'est très laborieux, mais une fois qu'on a installé, ça roule en fait. Si on a un bon comptable et qu'on n'a pas besoin de changer, ce qui n'a pas été mon cas, qu'on a besoin de changer de banque. Moi, j'ai tout fait la même manière, c'est pas grave. Normalement, après, c'est quelque chose qui est établi. On est installé. Voilà, moi, je suis installée en secteur 2.
voilà, mes honoraires, ils tombent. J'ai une redevance à la clinique. Donc, tous les mois, il y a tous mes honoraires qui retombent. À l'issue de ma consultation, j'ai mes honoraires. Donc, ça fait pour les recettes, on va dire. Et après, les dépenses, c'est des choses qui sont quand même mensualisées, qui peuvent être anticipées justement du côté juridique ou comptable pour savoir à peu près combien ça coûte. Et il ne faut pas hésiter à demander aux personnes avec qui on s'installe combien tu payes ton assurance, combien tu payes ta RCP. Ouais, moi, ils m'ont proposé ça, c'est bizarre et tout ça. C'est comme ça aussi qu'avec ma collègue, on s'est rendu compte que peut-être on pouvait renégocier nos contrats, ou voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup d'anciens collègues qui m'ont posé la question de combien je gagnais, combien ça coûte, etc., qui sont finalement assez surpris, déjà du prix que ça peut coûter toutes les charges. Et ça fait un peu peur au début, mais il faut se dire aussi qu'on va gagner beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, faut pas avoir peur, effectivement, des questions d'argent. Et finalement, ça démystifie un petit peu le truc. Je pense que c'était le but aussi du topo, c'est de démystifier un petit peu cette période d'installation. Et après, voilà, une fois que c'est lancé, c'est lancé. On ne refait pas du tout toutes ces démarches tous les mois, tous les 6 mois. Enfin, voilà, heureusement, c'est des structures qui sont encore un peu archaïques, telles la CARMF, mais une fois que c'est lancé, quand même, ça roule. En étant bien accompagné. Et je voulais juste ajouter un petit point que j'ai oublié. Faire un budget prévisionnel. Ça peut paraître compliqué, mais il faut juste mettre sur un tableur Excel les recettes et les dépenses qu'on prévoit. Alors les recettes, on peut les anticiper, hein, on connaît globalement le coût. Les recettes, on peut faire une projection de l'activité avec le sortant, le flux d'activité, le nombre de patients, le nombre de consultes, les accès au bloc. Avec les GHS, on sait à peu près le niveau d'activité avec la cotation des actes. Je pense que ça permet aussi de se rassurer. Parce que même si on n'arrivera pas nécessairement à l'objectif, et en ce qui te concerne, je crois que tu avais un petit peu dépassé ce que tu envisageais. Donc on peut aussi avoir des bonnes surprises. Mais c'est important de se donner un peu de visibilité dans sa trajectoire d'activité. Voilà. D'accord. Et en tout cas, c'est un mode d'exercice, le libéral, qui permet une liberté, un choix de gestion de son activité professionnelle. Donc, passer outre les petits débuts où on a un peu peur et où en fait on se fait aider, après c'est comme une checklist, c'est comme une to-do list, et une fois qu'on a barré différentes étapes, c'est vraiment une liberté d'exercice totale, qui en matière médicale, mais comme dans toutes d'ailleurs, est rythmée quand même par la continuité des soins qu'on doit, mais c'est vrai que c'est là où on adapte, et selon ce qu'on veut faire et comment on veut vivre, puisque c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeunes qui s'installent n'ont plus envie de travailler de la même manière que les anciens. Donc il faut trouver des structures et des moyens de pouvoir ménager tout ça. Voilà, on va prendre ça comme le mot de la fin, plein de perspectives, c'est juste parfait. Je voudrais vous remercier toutes, docteurs à distance également, et tous, d'avoir participé, d'avoir animé. Je vous remercie également, praticiens, d'avoir assisté à cette émission. Cette émission, vous pourrez la retrouver en replay. Vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, mais de façon plus dédiée sur Instagram, avec l'adresse qui est @branchet_TV. Et vous retrouvez sur le site, effectivement, de Branchet et du cabinet Aubert, les différents guides d'installation dont Laure nous parlait. Je vous donne, peut-être pas moi en personne, mais en tout cas Branchet vous donne rendez-vous le 7 décembre pour une émission Fondapro qui sera dédiée à la prise en charge des patients en situation d'obésité. Je vous invite à rester connecté encore 2 minutes où le docteur Mathieu Closon, que vous avez vu en introduction, a un nouveau message pour vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Rejoignez-nous pour 3 soirées dédiées à l'anesthésie pédiatrique les 11 janvier, 31 janvier et 6 mars à 19h30. Le professeur Isabelle Constant présentera au travers de cas cliniques du quotidien les grands principes d'organisation et de gestion des risques pour la prise en charge des enfants au bloc opératoire. Une première session, le jeudi 11 janvier, sera consacrée aux grands principes d'organisation et aux spécificités de l'accueil d'un enfant, de la consultation à l'hospitalisation, en passant par la checklist, la prise en charge au bloc opératoire ainsi qu'en salle de réveil.
Ces recommandations seront déclinées autour d'un cas clinique de chirurgie de circoncision. Le deuxième live, le 31 janvier, présentera un cas d'adénoïdectomie. C'est le risque respiratoire qui sera au cœur de nos discussions avec la prévention et la prise en charge des désaturations, laryngospasmes et bronchospasmes. C'est un sujet d'actualité car nous sommes en pleine période de prise en charge des enfants enrhumés. Enfin, la troisième soirée du 6 mars s'intéressera à l'amygdalectomie, dont on redoute principalement les complications hémorragiques, en cohérence avec les recommandations des sociétés françaises d'anesthésie et d'ORL. Nous détaillerons l'évaluation préopératoire, les critères de réalisation en ambulatoire, la gestion anesthésique et les complications, saignements, douleurs, nausées, vomissements, ainsi bien sûr que la problématique du recours à un centre de référence. Que vous soyez anesthésiste, infirmière ou responsable d'un centre avec une activité de pédiatrie, inscrivez-vous pour 1 heure de formation interactive en format Web TV sur le site Branchet Solutions à l'onglet Formation. Ces formations sont ouvertes à tous. Parlez-en autour de vous, invitez vos IAD, les infirmières de salle de réveil, les responsables de bloc opératoire et même pourquoi pas vos collègues chirurgiens, urologues ou ORL. Après avoir participé à l'émission, vous recevrez un certificat qui participera à attester que vous maintenez vos compétences en anesthésie pédiatrique. 19h30 les 11 janvier, 31 janvier et 6 mars. À très bientôt sur nos plateaux.